Bonjour. Alors, je pense on va se lancer comme ça. Je suis heureuse en tant que chercheur principal à la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis heureuse de vous accueillir au colloque Finances publiques et défis sociétaux dans le contexte de l'AVEC COVID. D'abord, j'aimerais féliciter toute l'équipe de l'ACFAS et de l'Université de Sherbrooke pour avoir réussi à reprendre un événement de cette ampleur-là dans des circonstances qui ont évolué constamment au fil du temps puis qui nécessitaient une grande capacité d'adaptation. Merci aussi à toute l'équipe de la chaire, puis particulièrement à Julie Gosselin et à Suzy Saint-Cerny pour l'organisation du colloque. Nous sommes tous ravis de vous accueillir, puis d'avoir l'opportunité d'échanger avec des chercheurs et des collègues d'autres institutions à travers chacun des colloques, des panels en fait. Le colloque se divise en 3 panels qui vont se suivre avec quelques pauses entre les panels. Donc, le premier panel, imposer les multinationales dans une économie dématérialisée. C'est le panel d'ouverture, en fait, qui va se terminer par la présentation d'une capsule, présentation d'une étudiante au doctorat. Ensuite de ça, il va y avoir une courte pause et on reprendra avec le deuxième panel, le rôle de l'État dans la lutte aux inégalités, à partir de 10h55 et qui se clôturera aussi avec la présentation d'un étudiant au doctorat. Et en après-midi, à partir de 13h30, le dernier panel débutera, les finances publiques à la croisée des chemins. Donc, ce sera le dernier panel de la journée et tout ça se termine autour de 14h40. Juste vous dire que les panels sont enregistrés, donc je tiens à vous l'indiquer. Si jamais vous étiez débranché, soit en cours par une inadvertance en cours de présentation ou à une pause ou sur l'heure du dîner, bien, vous pouvez toujours réaccéder avec le même lien. Donc, vous pourrez vous rebrancher. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans la section prévue à cette fin dans le webinaire et l'équipe de la chaire se fera un plaisir de vous lire puis de transmettre aux animateurs les questions que vous aimeriez poser aux panélistes. Sur ce, on se lancerait dès maintenant avec le premier panel, imposer les multinationales dans une économie dématérialisée. Je prends quelques minutes pour vous faire une introduction, une petite mise en contexte historique. Au début du 20e siècle, donc ça remonte aussi loin qu'au début du 20e siècle avec une vague de mondialisation à l'époque, ça a amené la Société des Nations à identifier un problème de double imposition pour les entreprises qui avaient des activités transfrontalières. Des experts ont alors recommandé de mettre en place une solution, des solutions, mais sous forme bilatérale plutôt que multilatérale, parce qu'on considérait que c'était plus facile et efficace d'arriver à des ententes sur une base bilatérale. Le premier modèle de convention bilatérale a été proposé en 1928, puis il y a eu très peu de signatures de conventions fiscales bilatérales allées jusque vers les années 1950, peut-être entre 50 et 60 conventions fiscales bilatérales en tout. L'OCDE a pris le relais en 1956 et a pris un peu le contrôle du modèle de convention fiscale pour s'assurer de le maintenir à jour, de s'assurer de l'adhésion à ce type de convention-là. Et le nombre de conventions a vraiment augmenté de façon exponentielle dans les décennies qui ont suivi pour atteindre jusqu'à au-delà de 3000 conventions fiscales. Ainsi, le système qui est en place en ce moment tient ses origines d'une période où les modèles d'affaires étaient très différents, là, même pour les entreprises internationales. Une autre vague de mondialisation dans les années 80-90 a permis aux entreprises multinationales de choisir où elles font des affaires et même où les profits sont réalisés. Puis l'apparition de nouvelles technologies à ce moment-là et de l'économie numérique ont rendu plusieurs activités hors de portée de l'application des règles fiscales internationales.
Des failles ont commencé à apparaître, puis la médiatisation de cas extrêmes de multinationales payant très peu ou pas d'impôts a soulevé des préoccupations de la part des citoyens. Et combiner cela à des moments de crise financière et économique, ça entraîne une pression populaire sur les gouvernements là, pour mettre en place des changements. Quelques éléments du système fiscal qui posent problème, particulièrement dans le cas des multinationales, c'est le fait que l'imposition repose sur la considération des entités légales de façon distincte et non du groupe de sociétés multinationales. En plus, la détermination du revenu, la détermination et son attribution du revenu imposable à travers les pays, ça dépend aussi de la forme juridique qui est donnée aux transactions. Il y a certains concepts qui sont moins adaptés à une économie non matérielle, tels que l'établissement stable aussi. Le fait aussi que le système actuel favorise une forme de concurrence fiscale entre les États. Mais tout ça mis ensemble, ce sont en ce moment des problèmes qui sont abordés par plusieurs experts et par l'OCDE. Particulièrement, si on regarde l'évolution au niveau de l'imposition de l'économie numérique, bien, il est intéressant de rappeler que le premier sommet sur l'imposition du commerce électronique de l'OCDE s'est tenu en 1998 à Ottawa. À l'époque, on s'intéressait principalement aux profits générés dans un territoire par la vente de biens sans présence physique de l'entreprise. Les principes qui ont été adoptés à ce moment-là, ça a été de se dire, bien, il faut qu'on applique les principes qu'on applique au commerce traditionnel. Ce sont les principes qu'on devrait appliquer aussi au commerce électronique. L'expression était à ce moment-là, le commerce électronique, c'était ce qu'on visait à imposer. Et on a aussi émis l'idée qu'on ne souhaitait pas créer de discrimination. Donc, on devait s'assurer de ne pas nuire au développement du commerce électronique et des transactions commerciales électroniques. Suite à cela, très peu d'avancées ont suivi ce sommet au niveau de l'impôt sur le revenu des entreprises. Puis les failles n'ont fait que s'agrandir avec l'avancée de nouvelles technologies, de nouveaux modèles d'affaires, de l'économie numérique, en fait, qui s'est installée. Combiné, encore une fois, aux pressions populaires, particulièrement en temps de crise, bien, il est devenu impératif d'aborder ces questions-là pour l'OCDE, qui est en quelque sorte le gardien du régime fiscal international. L'OCDE a misé sur son expertise, sur sa crédibilité pour demeurer le leader en matière de coordination fiscale internationale. Rappelons que l'OCDE n'a pas de pouvoir coercitif, doit donc s'en remettre à convaincre les pays à partir d'arguments techniques, moraux, politiques ou par la pression exercée par les pairs ou en s'associant à une puissance mondiale, à un pays qui serait très, très puissant, puis en poussant dans le même sens, on peut arriver à faire adopter les recommandations. Afin de préserver le système fiscal en place tout en mettant fin aux planifications entraînant l'érosion de la base d'imposition, l'OCDE a entrepris une analyse en 15 points qui a mené à des rapports en 1995 contenant certaines recommandations sur différents niveaux. Au niveau de l'économie numérique, il y avait l'action 1, dont le rapport a été publié en 2015, mais qui n'arrivait pas précisément à des solutions et des recommandations spécifiques. On a donc poursuivi les travaux et plusieurs pays ont commencé à décider de façon unilatérale de mettre en place des régimes d'imposition pour les services numériques. On l'a vu dans plusieurs pays et on l'a vu aussi au niveau de l'Union européenne. Les travaux se sont poursuivis puis à l'OCDE, puis ça a mené à des propositions quand même assez audacieuses, soit le pilier 1 et le pilier 2 dont il sera question avec Jean-Pierre Vidal. Dans le cadre de ces travaux sur l'érosion de la base d'imposition, l'OCDE s'est penché sur l'analyse de la création de valeur dans une économie non matérielle afin de rattacher les droits d'imposition des pays aux activités économiques réelles qui ont pour effet de créer cette valeur-là. Qu'est-ce que ça signifie pour les entreprises, mais aussi comment la population, comment les citoyens évaluent les activités des entreprises comme étant créatrices de valeur? C'est ce dont Vincent Harel-Bundock va nous parler aujourd'hui. Beaucoup d'efforts sont donc déployés par les experts, les gouvernements, les professionnels, les entreprises pour ajuster le régime d'impôt sur le revenu à la nouvelle économie en visant principalement les très grandes multinationales en ce moment. En bout de ligne, il demeure quand même beaucoup d'incertitudes sur les montants des recettes fiscales qui seront récupérées et sur quel pays va en bénéficier. De plus, il est important là, de rappeler et de garder en tête que l'impôt des sociétés, c'est en bout de ligne, ça se répercute sur des individus
Puis, ce sera le sujet de la présentation, entre autres, de Julien Martin. Comme vous pouvez le constater, les préoccupations au niveau de l'impôt des sociétés multinationales, c'est de plusieurs ordres. Puis, je suis vraiment heureuse qu'on ait réuni sur ce panel des perspectives variées sur la question, que ce soit sur le plan de la fiscalité, du droit, de l'économie, de la politique. Puis, on va se lancer dès maintenant. Je vais céder la parole à Jean-Pierre Vidal, professeur à HEC Montréal, professeur de fiscalité à HEC Montréal, qui va nous présenter les grandes lignes des propositions de l'OCDE sur le pilier 1 et le pilier 2. Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Vidal. Je suis professeur de fiscalité internationale à HEC Montréal. Je vous parlerai aujourd'hui de la révolution mondiale de la fiscalité qui arrive sans que personne s'en rende vraiment compte. Jusqu'à présent, personne n'a jamais douté que pour être imposé dans un pays, il fallait s'y trouver. Voilà que maintenant, on envisage d'imposer directement ou indirectement les contribuables des pays voisins. Comme vous le voyez, ce changement n'est pas anodin. Or, il est impossible de douter du sérieux de la démarche, puisqu'elle est conduite par 139 pays, incluant les pays les plus puissants de la planète. La dernière réunion du cadre inclusif, donc de ces 139 pays, s'est tenue en janvier de cette année et l'échéance pour en arriver à un accord est fixée aux environs du mois de juin 2021. Je ne parlerai pas de tout, mais je vous parlerai un peu du pilier 1 et du pilier 2. Pilier 1. Les médias ont beaucoup parlé de l'imposition des géants du Web qui, selon eux, ne paient aucun impôt. En termes simples, les profits qui sont prélevés à un endroit sont redirigés là où se trouve le propriétaire des biens incorporels, chez un voisin. Donc, si le pays qui est la source des profits veut les imposer, il faut qu'il puisse les imposer chez son voisin, que ce voisin soit les États-Unis ou un paradis fiscal. Vous commencez sans doute maintenant à comprendre pourquoi il s'agit d'une révolution mondiale de la fiscalité. L'idée même qu'un pays puisse imposer le contribuable d'un voisin semble tout à fait contraire au bon sens. C'est pourtant ce dont je vous parlerai maintenant. Le pilier 1 est fait de 3 éléments. Le montant A est son aspect le plus essentiel et il consiste à donner un droit d'imposition à un pays sur un contribuable qui peut se trouver dans un autre pays. Montant B facilite le calcul de l'impôt de certains distributeurs et la sécurité juridique en matière fiscale est simplement un système de règlement des différends. Compte tenu du temps disponible, comme la révolution est dans le montant A, je ne vous parlerai pas du montant B ni de la sécurité juridique en matière fiscale. La meilleure façon d'expliquer les règles d'une manière simple est de donner un exemple en utilisant l'approche fondée sur le bénéfice et en supposant que le seuil de rentabilité est de 10% et que le pourcentage de réattribution est de 20%. Dans cet exemple, le chiffre d'affaires de la multinationale est de 25 milliards en provenance de 3 pays. La multinationale est physiquement présente dans le pays 1, mais elle est absente des pays 2 et 3. En résumé, il existe 3 étapes. Premièrement, un bénéfice normal de 10% du chiffre d'affaires est retranché pour déterminer le bénéfice résiduel de 4 milliards d'euros. Il est possible d'associer ce bénéfice résiduel à un surprofit ou à un profit qui serait attribuable à une imperfection de marché comme un pouvoir de monopole, par exemple. Cependant, il est important de préciser que le seuil de rentabilité de 10% qui est associé à ce qui devrait être un profit normal
sera déterminé de manière politique. Deuxièmement, c'est qu'une partie de ce bénéfice résiduel qui donnera un droit d'imposition aux pays dans lesquels se trouvent les marchés. Ce pourcentage de réattribution est de 20% dans l'exemple, mais il devra lui aussi être déterminé de manière politique. Dans l'exemple, ce 20% correspond à 800 millions. Finalement, le 800 millions est réparti entre les marchés en proportion des ventes. Le pays 1 a donc un droit d'imposition sur 64 millions, le pays 2 a un droit d'imposition sur 576 millions et le pays 3 a un droit d'imposition sur 160 millions. Selon les renseignements disponibles actuellement, 2 critères pourraient délimiter le champ d'application de ce nouveau droit d'imposition: l'activité et le seuil. D'une part, il faudrait que l'activité soit incluse dans les services numériques automatisés, incluant les GAFA, ou que les entreprises soient en relation étroite avec les consommateurs, par exemple le secteur pharmaceutique, en tout ou en partie. D'autre part, il faudrait que le chiffre d'affaires consolidé du groupe dépasse un certain seuil, 750 millions d'euros par exemple, et que le chiffre d'affaires en dehors du marché national dépasse aussi un certain seuil. Pilier 2. Il faut être clair sur un point. Le pilier 2 ne contraint aucun pays à exiger un impôt minimum à l'encontre de sa volonté. Le principe est plutôt que l'impôt qui n'est pas prélevé par un pays l'est directement ou indirectement par ses voisins. On en revient à l'idée que, dans un monde nouveau, les voisins d'un pays pourraient imposer directement ou indirectement les contribuables de ce pays. Dans la diapositive qui est devant vous, j'aimerais attirer votre attention sur les 3 mécanismes qui font actuellement l'objet de discussions, par ordre de priorité. Premièrement, la règle d'assujettissement à l'impôt, RAI, permet à la juridiction de la source de prélever un impôt de retenue plus élevé que prévu par une convention fiscale sur certaines sommes versées à une entité qui se trouve dans un paradis fiscal. Dans l'exemple, un impôt à la source est payé par Redco sur une redevance qu'elle paie. Deuxièmement, la règle d'inclusion du revenu consiste à imposer un actionnaire sur le revenu gagné par une entreprise qui se trouve dans un paradis fiscal. Dans l'exemple, l'actionnaire paie un impôt sur le revenu de Paradico. Troisièmement, si la règle d'inclusion du revenu ne peut pas s'appliquer, la règle relative au paiement insuffisamment imposé limite ou refuse la déductibilité des sommes versées à une entreprise qui se trouve directement ou indirectement dans un paradis fiscal. Dans l'exemple, DEPCO ne peut pas déduire son paiement à Paradico. Évidemment, le pilier 2 comporte de nombreux défis dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. S'il fallait que vous reteniez qu'une seule chose de ma présentation, ce serait qu'une véritable révolution mondiale de la fiscalité pourrait être sur le point de se produire si les négociations aboutissent durant l'été 2021. Au cœur de cette révolution serait un droit d'imposition nouveau qui permettrait à un pays d'imposer directement ou indirectement les contribuables d'un pays voisin. Merci. Merci bien, Jean-Pierre. C'est un sommaire très intéressant qui pose les balises puis qui nous montre aussi toute l'ampleur des défis qui sont associés à cette réforme-là. Je passerai la parole maintenant à Vincent Harel-Bundock, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Vincent va nous parler de la perception des gens, à savoir
quel pays devrait pouvoir imposer les multinationales. Alors, je te cède la parole, Vincent. OK. Vous m'entendez bien? Tout est bon? OK, super. Ben oui, je m'appelle Vincent Relbondoc. Je suis professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal et aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats d'un papier que j'écris avec André Blais, qui est mon collègue au département à l'UDM. Le titre du papier, c'est « Qui devrait taxer les multinationales ?» et évidemment, dans le temps qui m'est donné, je n'aurai pas le temps de vous présenter tous les détails, mais n'hésitez pas à m'écrire un courriel. Ça va me faire plaisir de vous envoyer le manuscrit. Donc, dans cet article, ce que nous essayons de faire, c'est une distinction d'abord entre deux enjeux de fiscalité internationale qui sont très importants et qui sont conceptuellement distincts, bien que liés, évidemment. D'abord, c'est le niveau de taxation. Donc, on entend souvent les ONG là, qui se concentrent sur la justice fiscale, dire, bon, les multinationales ne sont pas assez taxées, il faut augmenter le niveau de taxation des multinationales. Ce n'est pas ça qui va nous intéresser dans ce papier-ci. On sait que c'est un enjeu important, mais ce n'est pas là-dessus qu'on met l'emphase. Plutôt, ce qui va nous intéresser, c'est l'allocation des revenus entre les pays. Donc, si on a une assiette fiscale, si on a des droits de taxation, comment est-ce qu'on alloue ces droits de taxation à différents pays? À quel gouvernement est-ce que les entreprises multinationales vont devoir payer leurs taxes? Ça va être la question qui va nous intéresser aujourd'hui. Pourquoi on pose cette question? Ben, c'est parce que plusieurs gouvernements, plusieurs politiciens se sont exprimés là-dessus récemment et ils nous disent souvent quelque chose comme ça. Donc ici, on a Macron qui nous dit « La France a commencé avec ses partenaires à pousser la taxation de la valeur créée là où elle est produite. » Et cette phrase, elle est importante parce qu'elle est répétée par plusieurs gens importants ces temps-ci parce qu'ils ont trouvé un problème. Hein. Les politiciens puis les ONG remarquent qu'il y a un problème, un mismatch entre la valeur qui est créée et la géographie, le lieu où les compagnies multinationales déclarent leurs profits. Donc ça, c'est un graphique qui présente la distribution géographique des profits déclarés par les multinationales américaines. Et ce qu'on voit, c'est que les entreprises multinationales américaines déclarent beaucoup plus de profits aux îles Caïmans qu'au Canada. Vous voyez, le Canada est en bas ici, là. Et donc, il semble y avoir cette inadéquation entre la création de valeur et la géographie de la déclaration de profit. Donc, il y a peut-être un problème ici. Et du moins, les politiciens pensent qu'il y a un problème et qu'on devrait régler ce problème. On devrait mieux aligner la création de valeur avec la taxation. Donc, on peut se poser la question, où est-ce que les multinationales créent de la valeur? Et si on a une réponse à cette question, bien, ça pourrait répondre à l'autre question, qui est où est-ce qu'on devrait taxer les multinationales? Quel gouvernement devrait pouvoir prélever des revenus de ces multinationales? Et ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est non trivial. C'est pas facile de répondre à cette question-là. Hein. Où est-ce que les multinationales créent de la valeur? C'est pas évident. On pourrait donner des réponses qui seraient plus top-down, hein, qui seraient, je sais pas, des économistes, des juristes, des diplomates, des technocrates qui nous disent comment on fait pour mesurer la création de valeur. Mais ces réponses top-down sont souvent inadéquates parce que, d'abord, ça fait 400 ans que les économistes et les philosophes s'intéressent à cette question et on n'a toujours pas de consensus. Donc, il n'y a pas de consensus des experts sur la géographie de la création de valeur. On ne sait pas vraiment où est-ce que les multinationales créent de la valeur. Et donc, c'est problématique. On ne peut pas juste donner une réponse objective à cette question. Et donc, ce qu'on va faire dans notre étude, c'est on va prendre une approche non pas top-down, mais plutôt bottom-up, hein, du bas. Et ce qu'on va faire, c'est tenter de mesurer comment les gens ordinaires, les citoyens, la population, identifient les sources de création de valeur. Où est-ce que les personnes pensent que les multinationales créent de la valeur? Puis on va faire des sondages dans plusieurs pays pour étudier cette géographie de la création de valeur, puis les perceptions citoyennes à cet égard. Et ça va nous permettre, je pense, de dire des choses intéressantes sur la légitimité des règles en place et des règles proposées dans les réformes dont Jean-Pierre vient de nous parler. OK. Donc, ce qu'on fait empiriquement, concrètement, c'est qu'on va faire des expériences aléatoires dans des sondages.
Donc, c'est des sondages à assez grande échelle qu'on a menés dans 3 pays, au Brésil, en France et aux États-Unis. Nous avons 6 000 répondants à peu près en tout, donc 2 000 dans chaque pays. Ce qu'on va faire, c'est mener plusieurs expériences aléatoires, mais ça, c'est notre expérience principale ici, où on décrit aux répondants une multinationale fictive qui doit payer un montant fixe de 10 millions de dollars en impôts. Et là, on va décrire cette multinationale. En fait, on va décrire la distribution géographique de ses opérations à cette compagnie. On va dire, bon, elle a tant de ventes dans tel pays, tant d'employés dans tel pays, tant de capital dans tel pays. Et là, on va demander aux répondants à notre sondage de dire, bon, combien d'impôts est-ce que la compagnie devrait payer au gouvernement brésilien, au gouvernement américain et au gouvernement français. On va leur demander de séparer ce sac d'argent-là entre les 3 pays. Okay? Et ça va nous permettre d'estimer le poids que les répondants accordent à chacun de ces facteurs. Est-ce que les entreprises devraient payer des impôts où le capital est situé, où les travailleurs sont situés, où ils font des ventes? Et ça, c'est important en termes de politique publique parce que vous l'avez entendu dans la présentation précédente, il y a certains droits d'imposition qu'on pense à créer qui sont attachés, par exemple, aux ventes ou aux utilisateurs. Et donc, le poids que les gens attachent à ces différents facteurs sont importants en termes de nos théories de la création de valeur, mais aussi en termes vraiment pratiques pour les politiques publiques. Donc, quels sont nos résultats? Et là, je passe très rapidement. En fait, les intuitions fiscales des citoyens dans les 3 pays sont vraiment très similaires. Et ce qu'on voit, c'est qu'en général, les gens pensent que la création de valeur pour une multinationale, ça passe surtout par les ventes. Donc, ce qu'on pense, c'est que les multinationales créent de la valeur là où ils font des ventes et donc ces entreprises devraient être taxées là où elles font des ventes surtout. Ce qu'on voit ici, là, c'est des intervalles de confiance à 95 %, mais vous voyez que les barres associées dans la première rangée là, avec les ventes sont à peu près 2 fois plus loin que pour le capital et les travailleurs, c'est-à-dire que l'effet de traitement de notre expérience aléatoire est 2 fois plus élevé pour les ventes que pour les travailleurs et le capital. Ça veut dire que les gens accordent 2 fois plus d'importance aux ventes en termes de facteurs d'allocation des revenus d'imposition entre les pays. D'accord? Et ce qui est crucial ici à noter, c'est que les résultats sont essentiellement identiques dans les 3 pays. On aurait pu s'attendre à des différences importantes entre les pays puisque ils ont des positions très différentes dans l'économie internationale, mais pourtant, les gens ont des intuitions fiscales vraiment similaires dans les 3 pays. Un deuxième résultat qui est intéressant ici, je ne vais pas passer trop de temps sur le graphique, là, mais ce qu'on voit ici, c'est sur l'axe vertical, c'est la force du biais nationaliste. Et ce que je veux dire par là, le biais nationaliste, c'est combien de revenus d'impôts on donne à notre gouvernement de plus que ce qu'on donne aux autres gouvernements. Donc, si je suis un citoyen français, je vais accorder plus de revenus d'impôts au gouvernement français qu'au gouvernement brésilien ou au gouvernement américain. Et ce qu'on voit ici, c'est que le revenu nationaliste, il est fort, il est presque aussi fort que le facteur de vente qu'on a mentionné tout à l'heure. Et ce biais nationaliste, il augmente pour les gens qui sont à droite. Donc, lorsqu'on est à droite en France sur l'échiquier politique, on vote pour des partis de droite, en général, on va être plus nationaliste, c'est-à-dire qu'on va vouloir donner plus de revenus d'impôt à notre propre gouvernement. Et donc, si dans le graphique précédent, on a montré qu'il y avait une espèce de consensus international sur l'allocation des revenus d'impôt, on montre ici qu'en fait, ce consensus international pourrait être brisé un peu par ce sentiment nationaliste, ce qui est problématique. Finalement, je vais juste vous mentionner qu'on a aussi une expérience sur les taxes sur les services digitaux et ce qu'on voit, c'est un appui très, très fort aux taxes digitales et on voit que cet appui, il est vraiment difficile à modifier en présentant des contre-arguments. Donc, on dit aux gens que les taxes digitales sont discriminatoires contre les États-Unis, contre les entreprises digitales et ça affecte essentiellement pas l'appui. Elles sont très populaires, ces taxes digitales. Et donc, en conclusion, les citoyens ont des intuitions fiscales qui nous semblent à nous cohérentes et qui sont semblables et consistantes entre les 3 pays. À la question initiale, quel gouvernement devrait taxer les multinationales? Les citoyens, eux, répondent que les entreprises devraient être taxées là où elles vendent des biens et des services. Le lieu du capital et des travailleurs, ça compte, mais dans une moindre mesure. Et finalement, il y a un biais nationaliste très important. Je vous quitte en vous disant en faisant une plug pour le livre de mon collègue Frédéric Mérand, qui a passé 2 ans
plusieurs mois à faire une ethnographie. Il a été dans toutes les salles de négociation avec les gens du cabinet Moscovici. Et donc, il y a 2 chapitres sur la fiscalité qui sont vraiment fascinants si vous voulez en apprendre sur l'arrière-scène de ces négociations fiscales dans l'Union européenne. Fortement recommandé. Et encore une fois, si vous voulez une copie du papier, écrivez-moi en courriel. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Merci. Merci. Merci, Vincent. Donc, j'ajoute un peu de lecture, très certainement que je vais aller voir le livre que tu nous recommandes particulièrement pour les chapitres sur la fiscalité. Merci bien pour cette recommandation. Merci aussi, je trouve que l'étude que vous avez faite apporte un éclairage différent, mais essentiel, parce qu'en bout de ligne, on s'entend, c'est des décideurs politiques qui prennent les décisions, donc ils ont des considérations qui prennent en compte au niveau de la perception de la population, très certainement. Donc, c'est très intéressant comme éclairage. Alors, je passe maintenant la parole à Julien Martin, qui est professeur en économie à l'UQAM et qui va nous entretenir, entre autres, de l'incidence économique, justement, de l'imposition des multinationales. À toi la parole, Julien. Bonjour, et merci beaucoup pour l'invitation et pour l'organisation de ce colloque et de cette session. C'est vraiment apprécié d'être ici. On sait que les entreprises ne sont pas forcément statiques par rapport aux règles fiscales. Et donc, quand on pense aux réformes, par exemple, telles que celle qu'a évoquée Jean-Pierre, les entreprises vont réagir par rapport à ça, elles vont changer leur comportement par rapport à ça. Et dans le monde actuel, il y a des taux de taxes qui sont fixés par les États. Et en réponse à ces taux de taxes, et ça a été très bien expliqué par Lynn au début, les entreprises ont choisi d'échapper à une partie de cette taxation en implantant des filiales, par exemple, dans les paradis fiscaux. Et donc, une grande partie du débat sur la taxation des multinationales, sur la fiscalité des multinationales, s'est concentrée sur la question de l'évasion fiscale des multinationales et de l'impact de cette évasion sur les recettes fiscales des gouvernements. Donc, quel argent on perd, ou les gouvernements perdent, quel argent ne peut pas être dépensé dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les routes, etc. Et bien sûr, cette question, ce type de question et les enjeux de recettes gouvernementales sont renforcés en période de crise. Et on comprend bien quand on voit la situation sanitaire aujourd'hui et dans les hôpitaux aujourd'hui qu'on se demande où est passé cet argent et ce qu'on aurait pu faire avec. Et donc, nous, ici, on va prendre un petit pas de côté et au lieu de penser à l'impact de l'évasion fiscale ou de l'évitement fiscal plutôt sur les recettes fiscales, on va essayer de penser les effets indirects ou non pensés de cet évitement fiscal. Et notamment, on va s'arrêter sur le fait que la position fiscale d'une entreprise et ses décisions, ses choix d'évitement fiscal vont influencer les décisions économiques comme les investissements qu'elle va faire, la fixation des prix, les choix de localisation, etc. Et donc, forcément, à partir du moment où les choses sont moins mécaniques, si on met en place une réforme, les entreprises réagissent, les effets potentiels d'une réforme sont beaucoup plus compliqués à évaluer. Mais donc, c'est plus compliqué, mais ça rend la recherche sur ces questions fascinantes et je vais essayer de vous convaincre de ça. Donc, ma présentation, elle va reposer sur 2 parties. La première, c'est je vais vous parler des effets de l'évitement fiscal sur l'économie réelle. Et ensuite, je vais vous parler de l'incidence fiscale. Donc, comme je vous le disais, l'évitement fiscal est souvent pensé comme une baisse des recettes gouvernementales. Mais on sait aussi que l'évitement fiscal et les décisions, les réponses à la fiscalité peuvent modifier les comportements des entreprises. Elles vont choisir l'endroit où elles localisent leur siège social, leurs entreprises, etc. Le niveau de taxation va aussi influencer les décisions d'investissement, le choix dans les ventes, les prix qu'elles vont fixer. Bref, il va y avoir un effet sur l'économie réelle. Et en fait, est-ce que c'est bon ou pas pour l'économie réelle? Ça va dépendre des questions étudiées. Par exemple, il y a un papier de Suarez Serrato qui regarde pour les États-Unis. Il regarde la mise en place de règles qui visaient à limiter l'utilisation de Porto Rico par les multinationales américaines comme un paradis fiscal. Donc là, on est dans une réforme interne aux États-Unis au début des années 2000 qui a limité très fortement les possibilités d'évitement fiscal des multinationales américaines vers Porto Rico. Et donc, ce qui montre, c'est qu'en faisant ça, ça a non seulement permis d'augmenter les recettes fiscales de l'État américain,
Mais ça a aussi des conséquences qu'on n'avait pas forcément envisagées au début. Et notamment, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en réponse à cette réforme, les entreprises américaines ont réduit l'investissement et l'emploi aux États-Unis. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles ont réduit l'investissement mondial et l'emploi mondial. Peut-être que c'est simplement cet emploi et cet investissement qui, jusqu'à présent, était fait dans des établissements aux États-Unis, ça a été déplacé. Et donc là, c'est typiquement un type de réforme et un type d'exemple où on a des effets un peu contrastés. D'un côté, on gagne en termes de recettes fiscales. D'un autre côté, on perd un petit peu en termes d'investissement et d'emploi. Dans un papier récent avec deux collègues, Mathieu Parenti, Farid Toubal, on s'intéresse à une autre dimension qui est le lien entre l'évitement fiscal et la concurrence. Et notamment, ce qu'on montre, c'est qu'une entreprise qui fait de l'évitement fiscal, ça lui permet de payer moins d'impôts que ses concurrents. Et donc ça lui donne un avantage et ça se répercute sur les ventes. Et donc, on a toute une stratégie d'identification économétrique dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Le papier est sur notre page web. Vous voyez qu'il y a un effet causal des choix d'évitement fiscal des entreprises sur leurs ventes. Et donc, si une entreprise fait plus d'évitement fiscal, ça augmente ses ventes. Et on montre que sur les 20 dernières années, les entreprises qui ont le plus bénéficié de ces choix-là, ce sont les plus grandes entreprises. Et donc, on observe sur les 20 dernières années, les grandes entreprises américaines, les grandes multinationales qui ont fait plus d'évitement fiscal que les plus petites entreprises. Et donc, il y a une sorte de distorsion de la concurrence qui a renforcé encore la position dominante des grandes. Donc, vous avez des grandes entreprises qui étaient là, elles ont fait de l'évitement fiscal et ça a augmenté encore cela. Donc, c'est résumé dans ce graphique-là. Ici, tout ce qui est chaque point est un secteur. Tout ce qui est au-dessus de la droite à 45 degrés, ce sont des secteurs dans lesquels la concentration a augmenté. C'est-à-dire que la part de marché des 4 plus grosses firmes dans le secteur a augmenté. Et tout ce qui est en bleu, tous les petits points bleus, c'est des points où, par ailleurs, ces 4 plus grandes firmes dans le secteur, elles ont aussi connu une augmentation de l'évitement fiscal. Et donc, voilà, ça résume le papier. Encore une fois, c'est qu'une conséquence de l'évitement fiscal qui n'était pas forcément vue, c'est que ça a permis de renforcer les positions dominantes des plus grandes entreprises. Et donc, ça a des effets sur l'économie réelle avec toutes les implications que ça peut avoir. Je vais terminer par parler rapidement de l'incidence. L'idée ici, c'est que quand on pense à l'évitement fiscal, et on se demande qui bénéficie de l'évitement fiscal, ou alors si on pense à la prochaine réforme qui va conduire à probablement une hausse de la fiscalité, une hausse de la taxation des multinationales, on peut se demander qui va payer cette hausse de la fiscalité. Et l'approche comptable se dit, les entreprises, elles s'acquittent de l'impôt, et donc c'est ces entreprises qui vont en supporter le coût. Mais en fait, ça c'est une approche, c'est l'incidence comptable, mais l'incidence économique est en fait un petit peu différente. Les entreprises, en réponse à cette taxation, elles peuvent ajuster différentes marges. Elles ont différentes marges d'ajustement qui leur permettent de répercuter cette hausse de taxes sur d'autres personnes sur différentes marges. Donc, ça peut être soit réduire, si jamais la taxe augmente, elles peuvent réduire leurs profits, et donc c'est les actionnaires qui vont finalement payer cette taxe, mais elle peut aussi choisir de réduire les salaires, auquel cas la taxe sur les multinationales, au final, elle sera supportée par les salariés de ces multinationales. Elle peut choisir de limiter les prix payés aux fournisseurs, et donc dans ce cas-là, c'est les fournisseurs des multinationales qui vont pâtir de cette taxe. Elle peut choisir de changer de localisation, et donc dans ce cas-là, c'est toute l'économie dans laquelle il y avait l'établissement, un peu comme le cas des États-Unis et de Porto Rico tout à l'heure, qui va supporter ce coût-là. Et enfin, il peut y avoir des liens avec les tarifs douaniers. Et donc, ces questions, elles sont extrêmement importantes. C'est des sujets qui sont regardés en économie. J'entends que ça sonne, donc je vais m'arrêter. La seule chose que je peux vous dire, c'est que notamment sur la taxe de la réforme du numérique dont on a parlé tout à l'heure et qui semble être largement supportée dans la population, ce qui semble se passer, il y a cette taxe sur le numérique qui a été mise en place, par exemple, en France et dans d'autres pays. Ce qui semble se passer, c'est que la réponse des géants du numérique, ça a été d'une part d'augmenter les prix aux consommateurs, et d'autre part, de réduire les marges aux fournisseurs, ce qui fait que, in fine, cette taxe sur les géants du numérique, elle est largement supportée par les consommateurs et par les fournisseurs des plateformes et pas vraiment par les actionnaires des plateformes. Donc voilà, pour conclure, la politique fiscale, elle n'est pas neutre, elle influe sur le comportement des entreprises et quand on met en place une réforme fiscale de l'ampleur de celle qu'on voit à l'OCDE, il faut s'attendre à des conséquences économiques qui ne sont pas forcément pensées au début.
par exemple sur la concentration économique, par exemple et ensuite cette réforme, elle va être supportée pas uniquement par les actionnaires, mais par tous les acteurs qui interagissent avec les multinationales. Merci bien, Julien. Je pense que vous avez donné un excellent aperçu de l'ensemble de questions qu'on doit se poser, puis des questions sur l'impact économique de mettre en place un impôt comme ça. Merci à vous trois. Je pense que chacun, avec votre éclairage, vous avez présenté un morceau du grand casse-tête qui est l'imposition des multinationales. Écoutez, j'ai envie de vous lancer tout de suite avec des questions, puis de profiter que vous soyez là pour creuser encore davantage selon chacun de votre perspective, puis votre regard en tant que chercheur en économie, en politique, en fiscalité. Quand vous regardez ce qui est en ce moment proposé, qu'est-ce qui n'est pas abordé? De quoi on ne parle pas? On ne parle pas suffisamment, tant au niveau des experts qu'au niveau du regard des experts techniques qui travaillent sur la réforme, mais que du regard externe aussi. Qu'est-ce qui n'est pas discuté, qui devrait l'être davantage dans le cadre de ces réformes-là pour s'assurer qu'on arrive à développer quelque chose. Il y a énormément de choses qui se sont faites dans les dernières années, mais c'est certain qu'il y a des éléments qui ont pris le devant versus d'autres. Puis j'aimerais ça savoir, puis peut-être que je vous lancerai la parole là, à tour de rôle. Là, j'y vais selon les images que je vois. Là, j'irai avec Vincent en premier. Y a-t-il des choses que dans ta perspective, tu considères qu'on ne discute pas suffisamment? Oui, quand même. Donc, deux enjeux que je noterais. Le premier, c'est plus fiscal, puis l'autre, c'est plus un enjeu en relations internationales, je dirais. Donc, en termes de fiscal, je pense que c'est vraiment très important de penser à la distribution des revenus, puis je reviens sur le thème de l'article que j'ai présenté, là, la distribution des revenus entre les pays, et certainement dans le contexte des grandes inégalités qu'on voit en ce moment entre les pays. Donc, dans l'article que j'ai présenté, je mettais l'accent sur cette allocation, mais je pense qu'on n'entend pas assez parler de qui va recevoir ces nouveaux revenus. Donc, lorsqu'on parle du pilier 2, par exemple, sur l'impôt minimum, ben, dans ma compréhension, c'est que dans ce pilier, la priorité, c'est vraiment au gouvernement du pays où le siège social se trouve. Donc là, ça va surtout être les États-Unis et les pays riches. Lorsqu'on parle du pilier 1, la priorité pour les gouvernements qui vont recevoir les revenus, c'est des gouvernements où il y a des consommateurs, où il y a des utilisateurs. Puis encore une fois, c'est souvent des pays assez riches. Donc, au final, il semble y avoir dans cette réforme assez peu de revenus qui vont aller vers les pays plus pauvres. Et donc, je suis d'accord que le cadre inclusif de l'OCDE est très impressionnant. Il regroupe plus de 130 pays. On sait qu'il y a déjà eu des critiques de ce cadre inclusif qui ont remis en cause le processus. Donc, est-ce que le cadre inclusif, il est réellement inclusif? Est-ce que les pays les moins riches vont pouvoir guider les négociations? Est-ce qu'ils vont pouvoir bénéficier de la réforme? Mais je pense que c'est des questions qui sont encore ouvertes. Le deuxième point que je soulignerais, c'est plus un enjeu de relations internationales. Donc, quels mécanismes de coordination vont pouvoir être employés pour s'assurer que la réforme qui est potentiellement adoptée puisse être mise en œuvre. Donc, on sait que l'administration Biden, par exemple, a annoncé d'appliquer des mesures unilatérales pour inciter les autres pays à collaborer. Par exemple, on pourrait suspendre les avantages conférés par les conventions fiscales là, si un pays ne se comporte pas bien. Là. Mais ces mesures, jusqu'à maintenant, demeurent purement unilatérales. Donc, je me demande qu'est-ce qui va se passer si la prochaine administration américaine décide de changer d'idée, décide que ces mesures ne sont plus dans son intérêt. Est-ce qu'on retourne en arrière? Quelles sont les carottes, quels sont les bâtons qui vont être mis en place? Quels sont les mécanismes au niveau international qui vont garantir la mise en œuvre? Donc, pour moi, là, c'est deux enjeux qui sont très importants. La distribution entre les pays dans un contexte d'inégalité mondiale et les mécanismes de coordination internationale. Effectivement, très, très intéressant. La position plus efficace parfois de dire on y va de façon unilatérale, ben, c'est plus efficace de reculer aussi quand on souhaite le faire que quand on s'est engagé de façon multilatérale, là, tout à fait. Jean-Pierre, là-dessus, quels sont les angles morts selon toi? Oh, ton micro, Jean-Pierre, je crois. Allô? Bonjour.
J'ai l'impression que l'intérêt national tel que vu par les pays est pas toujours bien servi par les positions supposément nationalistes des gouvernements. Chaque gouvernement cherche à favoriser son propre territoire, ses propres citoyens, et en faisant ça, ils prennent toutes sortes de mesures pour essayer d'amener les investissements chez eux, sans vraiment réaliser qu'ils auraient peut-être au contraire avantage à mieux se coordonner entre eux et à voir les choses plus dans une perspective mondiale. Je reviens un peu sur ce que mes deux collègues ont dit, qui était vraiment bien. D'abord, il y a le premier point qui est de se demander qui paie pour les taxes qui sont payées actuellement. Et d'un autre côté, il y a également la faveur du public pour certaines taxes. Et ici, il y aurait peut-être une démarche à faire pour mieux comprendre l'allocation des ressources à travers le monde et également le droit d'imposition à travers le monde. On se préoccupe, par exemple, des pays en voie de développement. Il y en a été rapidement question. Comment est-ce qu'on pourrait mieux partager l'assiette fiscale? Et toutes ces questions arrivent toutes au même point, qui est comment est-ce qu'on pourrait faire une assiette fiscale commune? L'Europe s'est penchée sur cette question-là. Bon, la question n'est pas réglée. La question des taux n'est pas réglée non plus. Mais c'est certain qu'il faudrait ou il va falloir éventuellement qu'on se pose la question de l'imposition mondiale du revenu. Et on en revient un peu à la question de la création de la valeur. C'est que jusqu'à maintenant, les gens ont toujours pensé qu'on créait la valeur dans un pays, alors que dans bien des cas, une partie importante de la valeur, c'est pas tellement qu'elle est créée, c'est qu'elle est constatée en dessous de la courbe de demande. Et là, ici, c'est essentiellement la ponction d'un profit monopolistique, oligopolistique ou de concurrence imparfaite. Donc, c'est qu'on va chercher le plus possible en dessous de la courbe de demande. Et ce qu'on va chercher en dessous de la courbe de demande, c'est pas toujours du travail qui est fait ou c'est pas toujours du capital qui l'apporte. Parfois, c'est simplement qu'on va chercher le maximum de ce que le consommateur est prêt à payer. Et cette portion, il n'y a pas vraiment d'attachement à un pays, sinon l'attachement de la source du pays. Donc, autrement dit, les consommateurs paient très cher pour ce qu'ils ont. Ils paient très cher partout à travers le monde et finalement, un indicateur de ce que chacun a payé, ben, c'est effectivement les ventes. Donc, les constatations qui ont été faites dans notre panel un peu avant par tous les conférenciers, à mon avis, sont tous d'une très grande pertinence, sont tous d'une très grande importance. Et le temps que ces connaissances-là, ou en tout cas ces informations-là, puissent filtrer aux politiciens, ça pourra prendre probablement beaucoup de temps, mais c'est clair qu'actuellement, c'est dans leur angle mort. Tout le monde est vraiment dans la perspective, comment c'est qu'on va faire pour faire des impôts et des subventions aux entreprises qui vont attirer plus d'investissements chez nous. Et ça, c'est une voie sans issue, à mon point de vue. Merci, merci Jean-Pierre. C'est effectivement des angles morts. Il y a des décisions qui sont prises, qui ne sont pas toujours soutenues par une rationalité économique, même si on arrivait à déterminer spécifiquement quel est l'impact économique d'une décision, les décisions politiques ne sont pas toujours en ce sens-là. Donc, merci pour ton éclairage. Julien, tu penses quoi, toi, comme angle mort? Qu'est-ce qu'on entend, de quoi on n'entend pas suffisamment parler puis qui serait nécessaire peut-être pour éclairer la suite des discussions sur la réforme de fiscalité des multinationales? Oui, je pense qu'il y a deux choses. Je suis complètement d'accord sur l'idée que
pays en développement sont un peu mis de côté dans cette réforme. Mais je tenais quand même à souligner que dans le pilier 2, même s'il s'agit de mettre en place un impôt minimal sur les sociétés, et donc effectivement, si jamais le taux d'imposition dans le pays dans lequel est la filiale, le taux d'imposition effectif est sous les 21%, alors c'est le pays où le siège social est localisé qui va avoir le droit de taxer ce différentiel. Cependant, si jamais on pense de manière large que cette réforme est adoptée, il n'y aura plus d'intérêt à des paradis fiscaux. Et donc ça va bénéficier indirectement aux pays en développement. Et donc, il y a quand même, et dans les évaluations quantitatives de l'OCDE, c'est cet effet indirect qui est juste que même si au final, c'est les multinationales françaises, américaines, allemandes, canadiennes, etc., et que ça va être, le surplus va être taxé par ces pays-là, la suppression des paradis fiscaux, les pays en développement bénéficient quand même. Donc, c'est quand même un point intéressant et qui est parfois un peu oublié quand on pense au pilier 2. Moi, l'autre chose que je pense importante, c'est quand on pense quantitativement à combien de recettes supplémentaires on s'attend. Et je trouve qu'il y a deux choses auxquelles on ne porte pas assez d'attention. La première, c'est qu'il y a une partie de personnes, peut-être de groupes, d'organisations qui font comme si demain, si une réforme de la fiscalité des multinationales était adoptée, on allait générer tellement de recettes qu'on allait pouvoir sauver le monde. Il faut quand même mettre les choses dans leur contexte. C'est extrêmement important et je pense que c'est important que les multinationales payent leur juste part d'impôt et c'est important que cette réforme, qui est une réforme ambitieuse, qui aille au bout. Mais il ne faut pas non plus surestimer les gains à cette réforme et bien garder en tête que dans un pays comme le Canada ou aux États-Unis ou en Europe, les recettes gouvernementales qui sont liées à la fiscalité des entreprises, c'est rien du tout par rapport aux taxes sur les ventes, etc. Donc, l'imposition sur le revenu, ou ce que vous voulez. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte. L'autre chose, c'est que si on compare pilier 1, pilier 2, et donc j'entends bien que tout le monde est très accroché au pilier 1 et au fait de taxer Google, Amazon, etc. Mais par exemple, pour la France, il y a une taxe qui a été mise en place sur le numérique il y a un an et demi. Elle a rapporté en 2020 350 millions d'euros. C'est rien. Donc, les politiques font énormément de bruit là-dessus. Il y a une grosse demande pour taxer les géants du numérique, et c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a toutes ces histoires d'apportionnement qui sont difficiles à mettre en place. Tout ça pour des sommes qui sont assez faibles. Pour vous donner un exemple, c'est 350 millions d'euros. S'il y avait une taxe minimum sur les sociétés en France qui était adoptée, les recettes pour le gouvernement, ce serait 40 fois plus. D'accord ? Donc, pour vous donner une ordre de grandeur sur les effets de pilier 1 par rapport à pilier 2, et ça, je pense que c'est souvent oublié. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de cette idée qu'il faut absolument taxer Google, etc., et tout faire pour le pilier 1. Ça risque de faire capoter les négociations parce que les Américains ne veulent pas ce pilier 1 uniquement sur les firmes du numérique. Et tout ça pour juste une histoire d'image, parce que je comprends bien que les gens veulent absolument taxer Google, mais ces taxes-là, elles ne rapportent pas tant que ça. Effectivement, c'est un excellent point. Beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'expertise dédiée à élaborer quelque chose qui fonctionnerait au point de vue technique, mais en bout de ligne pour des recettes fiscales qui sont somme toute assez qui risquent d'être restreintes en tout cas. Puis le fait aussi qu'on fait toute une réforme pour des très, très grandes multinationales. Donc, c'est quelques grandes multinationales. C'est une réforme qui est majeure, qui vient retourner un peu les principes de base complètement à l'envers, en fait. Puis, ce qu'on ne souhaitait pas faire en 1998 et même en 2015, quand l'OCDE a parlé d'économie numérique et d'imposer l'économie numérique, on a toujours souhaité dire, bien, il faut le faire avec les principes actuels qu'on connaît. On va seulement adapter les principes, mais on ne va pas avoir quelque chose de différent pour le commerce numérique. Bien là, on est en train quand même de mettre quelque chose de différent en place pour les très grandes multinationales, sans trop savoir effectivement l'impact sur les recettes réelles. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que les pays sont dans un paradoxe constant entre dire à leur population, oui, on va imposer les géants du multinational, c'est ce que vous réclamez, il faut qu'on les impose, les géants du numérique, c'est important, c'est ce que vous réclamez. Puis de l'autre côté, de se dire, bien, je veux favoriser quand même
l'investissement. Je veux favoriser que mes résidents du pays puissent prendre de l'expansion à l'étranger. Puis là, ben, quand on arrive et qu'on leur dit, ah, ben, vous allez pouvoir imposer un impôt minimum, vont-ils vraiment vouloir le faire? Puis Jean-Pierre a soulevé aussi la question de dire, bien, c'est pas obligatoire. Il n'y a aucun pays qui va être obligé d'imposer. Donc, ils vont être encore pris dans ce paradoxe-là, à dire, bien, est-ce que j'impose mes résidents s'ils ne paient pas de l'impôt ailleurs ou je les laisse prendre de l'expansion ailleurs puis je n'impose pas? C'est certain que si finalement ils se trouvent à payer de l'impôt ailleurs, ils vont le faire, mais est-ce que vraiment ça va être la fin des paradis fiscaux dans ce contexte-là? En tout cas, on peut le souhaiter. Il y a eu quand même quelques coups de barre donnés dans les paradis fiscaux au niveau de la transparence. Peut-être que ça pourrait arriver aussi dans ce contexte-là, mais c'est effectivement très, très intéressant. Je vous relancerai aussi sur la question de cette question-là de création de valeur, puis j'aimerais ça t'entendre peut-être, Julien, là-dessus. Comment on voit ce virage-là qu'on veut prendre en matière d'imposition, puis de dire, ben, on va essayer de voir où est créée la valeur, puis de relier ça à des activités économiques, puis un droit d'imposition. Comment tu vois ça, toi, avec ton regard d'économiste? Non, mais je pense que Vincent avait de manière un peu provocante ou provocative, bien résumé la position des économistes, c'est qu'on est incapable de dire où est créée la valeur. La production d'une multinationale est telle que la recherche et développement est faite au Japon et en Allemagne. Il y a une partie de la pub qui est faite en France et en Irlande. Il y a des filiales aux Bermudes. Il y a de la production qui est faite bref, on ne sait pas où est créée la valeur. Et je pense que c'est vraiment cette notion de création de valeur qu'on arriverait à associer à un lieu est hyper compliqué à faire. Économiquement, on ne sait pas vraiment. Donc, on peut dire qu'on va faire quelque chose au prorata en fonction de la quantité de capital, la quantité de travail, la quantité de vente. Donc, c'est une possibilité. Mais ça reste très compliqué. Ça devient des usines à gaz. Je pense que c'est quelque chose, comme c'est quelque chose qui est pas tangible, ça va être très facile de manipuler. Je pense que tout axé sur cette notion de où est créée la valeur, c'est donner des milliards de dollars aux cabinets de conseil qui vont expliquer comment faire pour justement bien déclarer ces choses-là. C'est pour ça que moi, j'ai un avis. Et on a fait une tribune il n'y a pas longtemps avec Mathieu Parenti, Farid Toubal, mes co-auteurs, mais aussi avec Thomas Philippon, Philippe Martin, Isabelle Méjean. Bref, il y avait pas mal d'économistes. On a pensé à ces questions. Et notre conclusion, c'est quand même que la taxation, l'impôt minimal, ça permet ça a une simplicité dans le sens où il n'y a pas besoin d'apportionnement. Et à partir du moment où on veut apportionner cette création de valeur, il y a tellement d'incertitudes que ça devient très compliqué, ça devient manipulable. Et donc, nous, on préconise vraiment de mettre tout le poids sur cet impôt minimal effectif sur les sociétés parce qu'il n'y a pas besoin justement de rentrer dans la boîte noire de la création de valeur. Peut-être qu'un jour il faudra le faire, mais pour l'instant, enfin, moi je serais plutôt d'avis d'essayer d'abord la taxe minimum qui encore une fois, qui repose pas sur cette notion de création de valeur. Merci, Julien. Effectivement, je voulais te donner le droit de réplique à Vincent. Oui, vas-y, Vincent. Oui, ben écoute, pour moi, en fait, sur la base, là, je suis assez d'accord avec ce que Julien vient de dire, là, mais pour moi, le concept de création de valeur, il est utile, mais peut-être pas pour les raisons évidentes. Là. Je pense pas, évidemment, qu'on va trouver un critère technique objectif pour vraiment mesurer la création de valeur, mais pour moi, le slogan, il est quand même utile et intéressant parce qu'il nous force à révéler explicitement nos a priori théoriques et nos jugements éthiques ou moraux qui sont essentiels à ce genre de trucs-là. Donc, on peut dire, par exemple, le travail crée la valeur, et donc les entreprises doivent être taxées là où ils ont des employés. Ou on peut dire, bah, non, c'est pas ça, c'est le risque et la vision stratégique qui crée la valeur, et donc les profits doivent être taxés dans le pays du siège social. Mais dans les deux cas, on a une théorie derrière ça, on a des valeurs, on a des jugements moraux qui sont là-dedans, et c'est des critères qui sont fondamentalement politiques, et je pense que de forcer les gens à mettre des mots là-dessus, ça a ce bénéfice de transparence un peu, si vous voulez. Et donc,
Lorsqu'on dit qu'il faut aligner les taxes avec la création de valeur, bien, pour moi, c'est un appel qui est fondamentalement politique. Puis en tant que politologue, bien, je prends ça au sérieux, puis je pense que c'est important de le prendre au sérieux. Donc, je suis d'accord avec ce que Julien disait tout à l'heure. Les sommes en jeu avec les taxes numériques, c'est assez petit quand même, mais dans un contexte de montée du populisme, par exemple, bien, des taxes symboliques, parfois, ça peut être important au niveau politique. Puis là où je suis un petit peu moins d'accord avec ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est que si on fait cet impôt minimum, il y a des règles qui vont apportionner les revenus et ces règles sont différentes, mais il y a quand même une distribution des revenus qui est effectuée. Là, c'est le pays du siège social et Jean-Pierre nous a parlé tout à l'heure s'il peut y avoir le pays voisin aussi où on peut éliminer les déductions, mais il y a des règles et il y a un apportionnement des taxes. Et donc, je pense qu'il y a toujours un enjeu de valeur qui est appliqué là-dedans, puis pour ça, j'aime ça le slogan. Parfait, merci. Merci Jean-Pierre. Quelques mots sur la création de valeur, peut-être ce que ça apporte aussi au niveau des règles fiscales comme telles. Oui, absolument. En réalité, la création de valeur, c'est venu avec l'action 8 du projet BEPS sur le prix de transfert. Et toute la question de la création de valeur en prix de transfert, on a l'habitude de parler des actifs, des fonctions et des risques. Le fait est que les actifs, les fonctions et les risques sont répartis à travers le monde. Et si jamais on considère, par exemple, que les actifs sont dans un pays, que les risques sont dans un autre pays, puis que les fonctions sont dans un troisième pays, et qu'on dit c'est le pays où il y a les actifs qui génèrent le plus de valeur, ou un autre, de cette façon-là, plus ou moins implicitement, ce qu'on dit, c'est que les autres, si on ne les considère pas, on continue de faire de l'argent avec ces actifs-là. Et c'est une erreur monumentale. Je pense que c'est une grossière erreur. Si jamais on coupe un bout, donc si on coupe les risques, si on coupe les actifs, si on coupe les fonctions, la multinationale ne fonctionne plus. Donc, c'est comme un être humain. Ce qui est apporté par un être humain, il faut que l'être humain soit complet. Si on dit sa tête est très importante, on va la couper puis on va regarder ce que la tête apporte comme valeur, on fait fausse route complètement. On a besoin de toute la multinationale dans son entier pour qu'elle apporte sa contribution. Alors, dans cette perspective-là, on n'a pas le choix de répartir la contribution de la multinationale à travers le monde, entre tous les pays, en fonction d'une base qui va être différente de la création de valeur. Et cette base-là peut être négociée sur une base politique, peut être imaginée en utilisant des concepts philosophiques, peut être répartie de toutes sortes de manières, mais certainement pas sur la base de la création de valeur. Intéressant, intéressant. C'était quand même une mini-révolution à l'OCDE de mettre tant d'emphase sur le concept de création de valeur, mais je pense que ça crée effectivement un problème si on cherche à décortiquer les éléments, alors que c'est justement le fait d'être une multinationale répartie un peu partout, c'est justement ça qui génère beaucoup de valeur, c'est cet ensemble-là. Puis si on vient à essayer de séparer tout ça, les différents éléments, bien finalement, c'est pas représentatif de la valeur globale. Là. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est un objectif qui était tout à fait noble, je pense, quand l'OCDE a essayé de dire qu'il faut qu'on arrête le transfert de profit sur papier sans activité réelle. Puis on dit, on va regarder les activités réelles, activités économiques réelles. Puis après ça, la valeur, elle est créée où? Je pense que c'était un exercice qui était noble, qui était intéressant pour essayer de faire avancer la réforme. Puis très certainement aussi qu'au niveau de la perception des gens, puis je pense que la recherche de Vincent l'illustre bien, les gens ont quand même une perception en tant que citoyen sur, finalement, la valeur, elle vient de où? Puis après ça, ils vont trouver ça juste ou injuste ou équitable ou pas équitable selon que l'imposition est associée à ça ou en est complètement dissociée. Donc, ils vont avoir un comportement de citoyen qui va peut-être être affecté par ça.
Écoutez, c'est vraiment super intéressant. On est arrivé à 10h35. J'aurais encore jasé pendant longtemps. Comme ça, il y a plein de questions qui me sont venues. Certainement que je vous relancerai en dehors de ce contexte-ci, mais je vous remercie beaucoup, Julien, Vincent, Jean-Pierre. C'est un plaisir d'avoir échangé avec vous là-dessus. On termine ce panel-là avec la présentation d'une capsule. Donc, on va aller à la pause avec la capsule. Donc, je vous invite à rester pour écouter la capsule présentée par Héloïse Brouillard. Héloïse, qui est étudiante au doctorat à l'Université de Sherbrooke, ici au DBA. Puis, elle s'intéresse aux multinationales qui doivent respecter un ensemble de règles distinctes de ce dont on vient de parler, mais encore très connectées, qui sont la conformité en matière de droit de douane. Donc, elle va vous présenter son projet de thèse qui s'intéresse à la gestion de la conformité des multinationales en matière de détermination de la valeur des biens pour l'établissement des droits de douane.